Nous allons commencer notre examen par l'étude des caractéristiques de la mise en œuvre internationale des droits de l'homme. Le contrôle international du respect des droits de l'homme présente en effet plusieurs caractéristiques. À vrai dire, vous trouverez de nombreuses manières de présenter et d'exposer ces caractéristiques en fonction des auteurs qui les évoquent. Dans le cadre d'un cours introductif comme le nôtre, ces caractéristiques, pour l'essentiel, nous les avons résumées au nombre de deux, la subsidiarité et la diversité. Commençons par la subsidiarité. La subsidiarité se présente véritablement comme la caractéristique centrale de la philosophie et de l'architecture contemporaine des droits de l'homme. Elle signifie que la mise en œuvre internationale des droits de l'homme n'intervient en principe qu'en dernier recours, après qu'un contrôle ait préalablement pu être exercé au niveau national. Pour mieux la comprendre, cette caractéristique, il ne faut pas oublier un élément central. Les droits de l'homme sont en effet la création de l'ordre juridique international. Ils sont issus de la société internationale par la voie de traités, de conventions ou de pactes. Les destinataires de ces traités sont les États. Dès lors, les États occupent une position ambiguë par rapport aux traités de protection des droits de l'homme. Ce sont en effet eux qui bien souvent les élaborent, qui réfléchissent à leur contenu avant de les signer, de les approuver et finalement de les ratifier. Mais en même temps, les États sont les destinataires prioritaires des droits de l'homme qu'ils ont ainsi créés. Logiquement, c'est donc à eux qu'incombe, en tout premier lieu, la mise en œuvre et le contrôle du respect des droits de la personne humaine. Non moins logiquement, le contrôle du respect des droits de l'homme sur la scène internationale n'intervient que de manière subsidiaire, ou plutôt complémentaire, après que l'État a eu l'occasion d'appliquer lui-même et au besoin d'interpréter, de corriger, de mettre en œuvre, voire de sanctionner à son niveau propre d'éventuelles défaillances dans ce domaine. Par exemple, si l'État se charge lui-même, par la voie des organes qui lui sont propres, de rectifier une situation contraire aux droits de l'homme, eh bien alors la protection internationale, selon ce principe de subsidiarité, n'entre normalement pas en jeu. Nous allons voir qu'il existe plusieurs types de mécanismes de protection des droits de l'homme, en particulier, parmi ceux-ci, les mécanismes de type juridictionnel permettent à des individus d'agir sur la scène internationale devant des organes spécialisés, indépendants des États, pour se plaindre d'une violation de leurs droits. Lorsque tel est le cas, nous le verrons plus en détail dans quelques instants, l'une des règles fondamentales qui précède la saisine de l'organisme international, eh bien, c'est l'obligation faite aux bénéficiaires des droits en question d'épuiser au préalable, comme on dit, les voies de droit, les voies de recours qui sont à sa disposition au niveau de l'État mis en cause. Cette obligation est tout à fait centrale. Elle signifie, en d'autres termes, qu'il faut gravir les divers échelons institutionnels qui permettent d'assurer le respect des droits de l'homme au niveau national avant d'envisager une sanction supranationale, internationale. La règle de l'épuisement signifie aussi qu'il ne suffit pas d'épuiser, comme on dit, verticalement ces instances en présentant le litige devant l'une après l'autre jusqu'à la dernière disponible au niveau national. Il faut aussi faire valoir devant chacune d'elles, lorsque cela est possible, la violation des droits que l'on envisage ensuite, eh bien, subsidiairement, d'invoquer sur la scène internationale. C'est d'ailleurs un principe qui est plus généralement reconnu en droit international. Les instruments internationaux de contrôle du respect du droit ne peuvent en principe intervenir qu'après que les États ont eux-mêmes tout entrepris, tout mis en œuvre à leur échelon pour tenter d'assurer le respect du droit en cause. Dans le domaine des droits de l'homme, prenons un exemple historique intéressant. Dans le cadre de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
qui est un des instruments parmi les plus anciens au niveau des Nations Unies en matière de droits de l'homme, puisque ce traité très important a été adopté le 21 décembre 1965, eh bien, cette convention de 1965 prévoit, en son article 14, que le Comité des Nations Unies contre la discrimination raciale ne peut être saisi, si l'État accepte sa compétence en la matière, pour statuer sur des communications individuelles qu'après que les auteurs de ces communications aient épuisé, je cite, tous les recours internes disponibles. En d'autres termes, il est en principe impossible de faire valoir devant l'organe international de contrôle institué par un traité en matière de protection des droits de l'homme des moyens ou des griefs qui n'ont pas été préalablement allégués, présentés et traités au niveau national devant les instances compétentes de chacun des États en cause. Abordons à présent la question de la diversité des mécanismes internationaux de mise en œuvre des droits de l'homme. C'est la seconde caractéristique. Cette caractéristique procède d'un simple constat que vous avez sans doute fait vous-même en consultant les multiples traités de protection des droits de l'homme qui sont disponibles actuellement à l'échelon aussi bien universel que régional. Eh bien, c'est le constat lié au nombre et à la très grande variété des instruments internationaux de protection qui existent en matière de droits de l'homme en droit contemporain. La diversité des mécanismes signifie que la mise en œuvre et le contrôle du respect des droits de l'homme n'obéissent pas à un mécanisme ou à une procédure unique, invariablement uniforme. La diversité et la multiplicité des instruments de protection des droits de l'homme eux-mêmes impliquent au contraire que ces droits sont tributaires de procédures de contrôle qui peuvent être d'une nature très différente, sans d'ailleurs être pour autant exclusives les unes par rapport aux autres. En d'autres termes, les mêmes droits peuvent, en fonction des instruments juridiques qui les consacrent, donner lieu à des formes d'examen, de contrôle, de mise en œuvre qui sont très différentes sur le plan international. Dès lors, deux questions se posent. Comment ces mécanismes se présentent-ils et en quoi consistent-ils? Et quelles sont leurs particularités? Pour répondre à cette question, il faut évoquer de façon très générale la structure et les critères qui sont susceptibles de fonder un droit de regard de la société internationale sur les pratiques nationales en matière de droits de l'homme. On peut, sur cette base très empirique, concevoir une sorte, oui, de cartographie des mécanismes de contrôle. Il existe certainement plusieurs manières d'apprécier cette problématique. Là aussi, les approches sont multiples. Pour notre part, et toujours dans la perspective introductive qui est celle de cet enseignement, eh bien, nous retiendrons deux critères principaux. D'abord, le critère chronologique. À quel moment le contrôle international est-il susceptible d'intervenir? Je m'explique. Si l'organe chargé d'effectuer le contrôle intervient avant qu'une violation des droits de l'homme se produise, ou indépendamment d'un litige particulier, alors nous parlerons dans ce cas d'un contrôle de nature préventive ou d'un contrôle a priori. Maintenant, si, en revanche, le contrôle susceptible d'être pratiqué intervient après qu'une violation se soit produite ou ait été dénoncée, en pareille hypothèse, nous parlerons d'un contrôle de type successif ou d'un contrôle a posteriori. C'est le premier critère. Le deuxième critère concerne le contexte dans lequel le contrôle s'opère. Le contrôle est-il effectué sur la base d'un litige concret ou s'inscrit-il, au contraire, dans un contexte beaucoup plus général et moins déterminé? Si le contrôle s'exerce dans le cadre d'un litige particulier, alors nous avons affaire à un contrôle de nature contentieuse. S'il se déroule par contre en dehors d'un litige spécifique,
l'examen auquel se livrera l'organe en cause sera non contentieux. Nous allons à présent détailler chacune de ces caractéristiques.